avant-dernière session de FAQ scientifique avec le professeur Olivier Collot, qui est professeur à l'université Lille 1 et directeur du laboratoire Cristal, dont il va vous parler bien mieux que moi depuis janvier 2015. Et comme ce matin, il va nous parler de cybersécurité, mais vous allez le voir sous un angle un peu différent. Merci Tania, donc bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais vous parler de cybersécurité. Je vais tout d'abord donner quelques précisions. Effectivement, je suis professeur à l'université de Lille Sciences et Technologies et je dirige un laboratoire qui s'appelle Cristal, Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille. Donc dès que vous entendez le mot informatique, tout de suite vous dites ah oui, effectivement, il doit y avoir des liens avec la cybersécurité. C'est un laboratoire qui est rattaché au CNRS, à l'Institut national des sciences de l'information et de leur interaction. Pour vous donner quelques chiffres, c'est un laboratoire qui rassemble 430 personnes, dont en comptant les permanents, non permanents et les personnels ingénieurs techniciens qui sont associés aux équipes de recherche. C'est environ 400 chercheurs et ingénieurs qui travaillent sur les recherches dans les sciences du numérique, qui est notre champ d'action en termes de chercheurs au sein du laboratoire. Nous sommes donc situés effectivement sur le campus de la Cité scientifique et nous nous intéressons en particulier à des problématiques de cybersécurité. Il y a une vingtaine de chercheurs permanents. Si je rajoutais éventuellement les doctorants qui travaillent avec les permanents, on est probablement autour au moins d'une trentaine de personnes qui s'intéressent à ces problématiques. Alors, pourquoi je suis là aussi aujourd'hui? C'est parce que j'ai initié et je coordonne avec mon camarade qui est dans la salle, Patrick Bas, un projet qui a été proposé dans le cadre de l'appel du président Alain Fuchs, qui s'est intitulé Attentat Recherche, suite aux événements bien connus de novembre 2015, et où nous proposons un certain nombre d'axes de recherche pour essayer d'apporter des solutions liées à la cybersécurité, parce que la cybersécurité, la sécurité informatique, c'est quelque chose d'important vis-à-vis du terrorisme en particulier. Alors, pour fixer un petit peu le décor, je vais vous raconter une petite histoire. Toute ressemblance avec des noms de personnes de l'actualité récente ne serait pas totalement fortuite. Imaginons un individu. Je vais l'appeler Donald. Donald est un fan, un très très gros fan des nouvelles technologies. Il adore l'informatique. Il développe des logiciels, des programmes informatiques chez lui. Il adore surfer sur Internet. Donald, c'est quelqu'un de connecté, de super connecté. Surtout à vos ordinateurs. Donald, il sait s'introduire chez vous, dans vos ordinateurs, dans vos machines. Là, par exemple, peut-être qu'il est en train de prendre le contrôle de la webcam d'un des ordinateurs qui est au fond. Hein, il y a un mouvement de panique au fond, là. Ah bon, il est sur... il bouge. Ce qu'il est capable de faire aussi, c'est d'aller fouiller un petit peu vos disques durs, les répertoires de vos disques durs. Tiens, il y en a un qui s'appelle banque. Je vais aller jeter un œil. Ah, il tombe sur vos relevés bancaires. Ça veut dire qu'il connaît votre nom, il connaît votre numéro de compte bancaire, il sait ce que vous gagnez tous les mois aussi, au passage. Et puis, comme vous-même, vous n'êtes pas très très sûr de votre mémoire, vous avez fait un petit fichier texte où vous avez indiqué le login et le mot de passe pour pouvoir accéder au service en ligne de votre banque. Alors, comme il connaît le nom de votre banque, il a votre login, il a votre mot de passe, c'est la fête. Fini le post-it. On dit le post-it, c'est trop dangereux. Alors on le met dans la machine, c'est plus caché. Non, c'est pas caché. Poursuivons. Donald, il a une petite amie. Elle s'appelle Hilary. Donald et Hilary n'aiment pas qu'on puisse prendre connaissance des messages qu'ils échangent, que ce soit par leur messagerie ou par les réseaux. Alors ils ont trouvé un moyen. Ils ont développé un petit programme informatique qui leur permet de cacher leurs messages dans des images,
complètement anodines. Images de vacances, images de paysages. Et ils se transmettent que des images. Si quelqu'un avait la mauvaise idée de regarder ce qu'ils se transmettent, il ne verrait que des photos tout à fait anodines. Maintenant, si Hilary et Donald avaient de très mauvaises intentions, s'ils étaient terroristes par exemple, ils pourraient donner des indications pour effectuer un attentat sans que ça passe de manière très perceptible par leur messagerie. Alors, cette petite historiette que je viens de vous raconter, ça fixe en fait quelques champs d'action des chercheurs qui travaillent dans mon laboratoire sur la cybersécurité. Ce projet de recherche, il comporte 3 volets. Le premier volet, c'est la détection de tentatives d'intrusion dans les systèmes informatiques et le blocage de logiciels malveillants. Un pirate sait très bien mettre un virus dans vos systèmes. C'est un logiciel malveillant. Ça, c'est des choses qui sont connues. Maintenant, le pirate qui va aller faire son petit tour dans votre machine, il va récupérer des informations qui peut-être n'ont pas grande importance, comme une photo, vos photos de vacances, ça c'est pas grave. Mais dès lors qu'il s'agit de données personnelles, c'est autre chose. On commence à toucher à vos données confidentielles. Alors mes chercheurs, dans ce cadre-là, développent des méthodes et des outils qui visent à détecter au plus tôt les tentatives d'intrusion dans les systèmes informatiques et de détecter aussi les logiciels malveillants qui pourraient tenter de faire des destructions ou en tout cas des modifications dans les systèmes. Ça, c'est un premier point. Il ne faut pas oublier que nous sommes, je ne l'ai pas dit, mais l'image qui est là, pour illustrer un petit peu le fait de cacher des messages dans les images, ce sont des images qui sont complètement anodines et pourtant, à l'intérieur, il y a un message caché. Le message qui est caché, c'est rendez-vous le 19 novembre au forum du CNRS à 16h. Message tout à fait anodin. Mais vous ne voyez absolument pas ce texte apparaître sur les images. Et pourtant, il y est. Il est caché. En fait, il est codé dans l'image. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, nous vivons dans un monde complètement immergé dans le numérique. Le numérique, il est chez vous, avec vos ordinateurs. Il est sur vous, avec vos smartphones. Il est dans votre environnement professionnel. Il est chez votre banquier, chez votre assureur, chez votre pharmacien, chez votre médecin. Il est également dans votre voiture. Certains chercheurs ont réussi, il n'y a pas si longtemps que ça, à prendre le contrôle de véhicules à distance. Ils ont réussi à ouvrir les portières, à faire fonctionner les essuie-glaces, à faire se plier les rétroviseurs, à ouvrir le coffre, et chose bien plus grave, à générer un freinage brutal. Vous vous imaginez au volant de votre véhicule sur l'autoroute avec un 40 tonnes lancé rapidement derrière vous et qu'on actionne de manière, à votre insu, un freinage brutal. Ça va être moche. Ça va être très très moche. Donc, on voit bien que la protection des systèmes et la détection d'intrusion dans les systèmes, c'est un problème majeur. Donc un certain nombre de chercheurs, comme je le disais, travaillent sur cette problématique. Le deuxième axe, ça concerne la préservation des données personnelles. J'en parlais tout à l'heure. La récupération du nom de votre banque, de votre adresse, de votre numéro de compte. Et puis si vous n'avez pas été très on va dire, protecteur pour vos propres informations en laissant le login et le mot de passe, eh bien, il a tout pour aller regarder faire des transactions à partir de votre compte bancaire. Ça semble être une histoire, mais dans la réalité, il y a des choses qui se font de cette nature. En 2015, à Lyon, à l'université Lyon 3, il y a un pirate qui a réussi à s'introduire dans le système de l'université et à récupérer des informations concernant les étudiants.
Ce n'était pas un petit piratage. C'est les données personnelles et confidentielles de 5000 étudiants qui ont été récupérées. Les adresses mail, les adresses personnelles où habitaient les gens, leur nom, numéro de sécurité sociale, voilà, tout un ensemble d'informations. Que sont devenues ces données? On peut imaginer que s'il n'y avait pas eu repérage du pirate, on n'aurait certainement pas pu bloquer le système. Pour autant, rien ne dit que les données n'ont pas été diffusées par ce même pirate. Dans ce monde hyper connecté que nous connaissons, dans ce monde numérique dans lequel nous sommes plongés, où nos données sont sur nos machines, chez nous et partout, et dans ce fameux nuage, le cloud, on ne sait pas très bien ce que c'est, qui sont des systèmes répartis un peu partout dans le monde, ça veut dire que nos données personnelles, que ce soit vos photos, que ce soit les documents plus ou moins officiels que vous souhaitez préserver, que vous pensez préserver, peuvent être éventuellement en accès finalement à des pirates si les systèmes ne sont pas suffisamment sécurisés. Un certain nombre de chercheurs du laboratoire travaillent sur justement ces problèmes de comment sécuriser les données personnelles qui sont, pour faire simple, dans des bases de données et éviter qu'elles puissent être récupérées par des personnes qui sont non autorisées à le faire. Le troisième axe sur lequel nous travaillons, ça concerne, on va dire, les images, l'analyse des images. Ce que je vous ai présenté là, où j'ai caché un message relativement simple, qui est indétectable à l'œil nu, si c'était un message de type préparation d'un attentat, on voit tout de suite que la dimension est tout à fait autre et que c'est un danger parfaitement identifié auquel on est confronté. Eh bien, mes chercheurs développent des méthodes et des outils qui permettent, d'une part, de détecter la possible présence d'un message dans les images. La deuxième étape étant, ayant détecté la probable présence d'un message, c'est d'être en capacité de le récupérer. Alors, j'ai parlé un petit peu du côté terroriste, mais on sait aussi cacher des images dans des images. Si je vous parle de pédophilie, ça vous évoque certainement des choses. Les pédophiles essaient de cacher aussi des informations dans des informations tout à fait anodines, des images dans des images complètement anodines. Un autre développement sur les aspects analyse d'images, c'est la vidéosurveillance. Alors, la vidéosurveillance plaît ou ne plaît pas, mais quand on surveille des lieux publics et que, par exemple, on est en capacité de développer des techniques qui permettent assez tôt de détecter des mouvements anormaux, type panique, eh bien, à ce moment-là, on peut anticiper, ou en tout cas être très réactif pour essayer de déclencher des phénomènes de protection de la population, appeler les secours ou développer des systèmes d'urgence, de sorte à éviter que les mouvements de panique, les mouvements de foule se transforment en catastrophe. Voilà, par exemple. Donc voilà, j'ai essayé de balayer assez rapidement à la fois la problématique de la cybersécurité telle que nous la travaillons, parce que la cybersécurité, c'est un champ extrêmement large, et nous nous intéressons qu'à certaines parties de la cybersécurité avec nos compétences, et nous essayons de développer des méthodes et des outils qui soient efficaces pour lutter contre, en particulier, la cybercriminalité. Voilà, j'en ai terminé. Je pense, je ne sais pas si j'ai tenu les 10 minutes ou si j'ai abusé du temps. À peine, c'est bon. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander si vous avez des questions dans la salle. Et j'en profite pour rappeler aux personnes qui nous regardent chez elles devant leurs ordinateurs qu'elles peuvent poser des questions sur les réseaux sociaux, notamment en utilisant le hashtag ForumCNRS ou par SMS, si elles veulent participer à la discussion. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle ou pas? J'en ai une. Y a-t-il des hackers dans la salle? Attendez le micro, s'il vous plaît, merci. Les hackers, c'est des étudiants de vos laboratoires? Alors, je reformule parce que
il y a quelque chose de vraiment intéressant au-delà de la blague. C'est que effectivement, vous nous expliquez que si une personne mal intentionnée prend le contrôle d'une machine, ça peut avoir des conséquences désastreuses, mais que pour anticiper ce genre de comportement et les bloquer, finalement, ce sont les chercheurs qui prennent le contrôle d'une machine. Alors, quand on s'intéresse à la protection des systèmes, qu'est-ce qu'on va tenter de faire? C'est d'évaluer déjà leur niveau de sécurité. Comment sont-ils faillibles? Comment sont-ils pénétrables? Donc ça, c'est le principe de développer des attaques de sorte à voir un petit peu comment ça résiste. Et ensuite, on peut construire des stratégies pour faire des contre-attaques, essayer d'améliorer la sécurité. Donc on essaie de voir comment les verrous existants sont capables de résister à des attaques, et des attaques plus ou moins massives. Et puis, s'il y a un défaut, s'il y a une défaillance du système, alors à ce moment-là, on essaie d'améliorer et de trouver des stratégies, d'autres méthodes, afin d'améliorer le niveau de protection des données. Après, et je rebondis aussi sur ce que disait Agilda ce matin, tout dépend aussi de... tous les systèmes ne sont pas forcément visés de la même manière. Alors, et pour autant, ils sont tous confrontés au même problème de sécurité. Votre ordinateur chez vous, évidemment, s'il contient beaucoup de données personnelles, c'est quand même très très sensible. Mais on n'y pense pas nécessairement. On n'y pense pas nécessairement. On se croit un petit peu protégé. On se dit, je risque pas grand-chose. Alors que naturellement, on va se dire, c'est nettement plus sensible de penser à un système d'information, à un système informatique qui va piloter une centrale nucléaire, parce qu'on dit là, on touche à du lourd. Ou un système de transport. Mais tout système a son niveau de vulnérabilité, et tout système nécessite d'avoir un niveau de sécurisation. Après, on ne s'intéresse pas nécessairement au même type de sécurisation. Les données personnelles, c'est une chose. Pouvoir entrer et piloter un système à distance, c'est autre chose. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah bah, allons-y. Oui, le sens de ma question, c'était, vous l'avez repris une partie, mais en fait, quelque part, pour être un hacker, entre guillemets, ou pour être mal intentionné, il faut quand même avoir une certaine connaissance. Oui. C'est-à-dire que cette connaissance, il faut bien l'avoir acquis quelque part. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont géniaux dans certains domaines, mais bon, donc ça veut dire que ces gens-là ont quand même suivi effectivement un cursus. Et bon, voilà, point d'interrogation. Vous êtes en train de viser en particulier les étudiants dans les filières informatiques, hein, qui sont des bons clients. Mais bien sûr qu'on n'est pas à l'abri, je veux dire, qu'un étudiant devienne un hacker pour dire, tiens, je vais voir si ça tient la route. Ce qu'on me raconte, si je le mets en application. Tiens, je vais essayer de tester si le service d'information de l'université, il est solide. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. C'est une façon aussi de dire que les enseignants ont bien fait leur boulot, parce qu'ils ont bien formé des bons hackers. Donc ceux-là, moi je suis prêt à les repérer en disant, bah, maintenant tu vas passer de l'autre côté de la barrière, hein, on va te faire de toi un hacker patenté, mais pour tester la vulnérabilité des systèmes, et puis tu vas nous dire ce qu'il faut faire pour que ce ne soit plus aussi vulnérable que ça l'est. Du hacking constructif. Donc. Voilà, c'est collaboratif. C'est le principe d'attaque contre attaque que je donnais tout à l'heure. Hein. On va prendre la deuxième question, du coup. Alors, en fait, moi, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous faites pour détecter qu'il y a un message caché dans une image quand vous analysez l'image, là, par pixel? Comment vous savez ça c'est ce qu'on appelle la steg analyse. Alors, il y a un spécialiste de la steg analyse. Peut-être que lui va peut-être pouvoir intervenir. Comme il est co-coordonnateur du projet, je pense qu'il est la personne la plus habilitée à répondre. Alors oui, donc c'est une très bonne question. Donc effectivement, ça s'appelle la steg analyse, la détection de messages cachés. Et en fait, on part sur une modélisation statistique de ce que doit être une image naturelle, donc de ce que doit être une image qui ne contient pas d'informations cachées. Et à partir de là, on peut entraîner des classifieurs à reconnaître une image qui contient un message caché d'une image qui n'en contient pas. C'est le principe de base. D'accord, ça veut dire que si on cache le message sous le bruit quelque part typique de l'image, il n'est pas détectable?
Donc il y a un bruit qui est inhérent à l'image. Après, quand on va vouloir insérer un message, le bruit sera forcément différent. En fait. Et du coup, l'empreinte laissée par le message est plus est reconnaissable. On change la nature du bruit finalement. Donc le fait de ce changement, même faible, suffit à éveiller le détecteur pour dire attention, là il y a probablement un truc pas normal. Après, comme disait aussi Olivier, tout n'est pas uniquement blanc ou uniquement en noir. On fait de la steganalyse et puis il y a des méthodes de steganographie qui essayent de contourner ces méthodes de steganalyse et ainsi de suite. C'est toujours le jeu du chat et de la souris en sécurité. Très bien. Vous aviez dit que vous aviez une deuxième question, oui, c'est ça? Alors qui est très différente. On entend parler de protocoles de cryptographie quantique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est applicable quelque part à ce que vous avez présenté? Là, c'est pas du tout mon niveau de compétence, donc je me garderai bien de vous répondre à ce sujet. Non, désolé, je botte en touche, mais là, j'ai pas les compétences pour vous répondre. Très bien. Je crois qu'on avait une question au fond de la salle, là-bas. Oui. Je voulais savoir comment vous faites de la recherche sur ce domaine. Est-ce que vous travaillez en aval, c'est-à-dire après avoir vu que tel hacker s'y prenait comme ceci, comme cela, ou voilà, quels sont les courants dans le hacking, un petit peu, quelles sont les tendances, ou est-ce que, à l'inverse, vous faites justement ce que disait monsieur, un peu de vos chercheurs, des hackers, c'est-à-dire des gens qui essayent d'imaginer tout ce qu'on peut faire et puis également, deuxième question, comment vous travaillez, quelles sont vos collaborations et puis quelles sont les applications Première question, les deux, mon capitaine. Forcément que ce qui se passe dans la vie réelle interpelle le chercheur. Parce que ça lui permet d'avoir des indications sur les failles et sur et éventuellement la vulnérabilité des systèmes de sécurité qui sont en place. Après, les chercheurs sont des imaginatifs, des créatifs. Donc quand ils inventent des méthodes, ils disent ma méthode elle est sympa, mais comment elle tient la route? Alors je vais essayer de la prendre en défaut. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle aussi mette le genou à terre. Ça c'est le principe pareil d'attaque contre attaque. J'ai construit quelque chose, je vais l'attaquer, je vais essayer de lui faire du mal pour voir si elle résiste ou si elle flanche. Et donc si elle flanche, ça veut dire qu'il y a une amélioration, il faut modifier ce que l'on a mis en place. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Donc bien sûr qu'on écoute, on entend ce qui se passe en dehors du périmètre du laboratoire. Nous sommes, comme tout le monde, nous sommes des citoyens implantés dans la société. Donc ça nourrit nos réflexions. Mais quand on est sur des créations, sur de l'innovation, sur de l'avancée scientifique, on essaie de regarder quelles sont les limites des outils que l'on est en train de construire. La deuxième, je ne me souviens plus, c'était... Ah oui Alors, il y a des équipes qui travaillent avec des sociétés, qui ont des partenariats avec des sociétés dont le métier est de créer justement de la sécurité informatique, par exemple. Très bien. On avait une autre question devant, je crois. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Ce que vous avez exposé, en fait, on l'entend assez régulièrement sous l'angle. Vous savez, il y a des hackers, il y a des pirates, il y a des problèmes de sécurité, il faut vous prémunir. Au fur et à mesure où les ordinateurs sont rentrés dans les ménages, on nous a appris à bien nous éduquer en ayant un antivirus, les anti-machins, les anti-trucs, voilà. Il faut renouveler régulièrement sa licence. On sent d'ailleurs très vite un commerce derrière ça. Et sans trop savoir contre quoi on se protège. Le smartphone est arrivé dans les poches de tout le monde. Il y a plus de numéros de téléphone en France qu'il n'y a d'habitants. Donc ça veut dire que d'une façon générale, quasiment tout le monde, ou peu ou prou, très bientôt, aura son petit ordinateur. Les deux leviers qu'on a en tant qu'utilisateur, c'est la mise à jour de son OS et puis son store pour télécharger les trucs. Moi, à aucun moment,
à aucun moment, j'ai commencé chez Android, à aucun moment on m'a proposé des antivirus. D'ailleurs, ce n'était pas dans la culture ambiante. Et puis maintenant, j'ai un Apple. Je fais une confiance aveugle parce que de toute façon, en tant qu'utilisateur, je ne connais rien, mais strictement rien, des leviers que je pourrais actionner pour me protéger contre un danger dont je n'ai même pas conscience. En clair, on est dans l'utilisateur smartphone et comme n'importe quel Français, on va dire vis-à-vis du nucléaire, on sait que c'est dangereux, on sait qu'à chaque fois qu'on en parle, on se fait peur, on ne sait pas trop bien quel est le danger qui nous pèse dessus. Et puis finalement, on ferme la télé, et puis la vie continue, et puis la vie est belle, j'ai mon smartphone dans la poche et je continue. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inconscience générale qui arrange bien le monde, à mon avis, de la connectique en général, parce que c'est un monde de commerce, il se développe sur le commerce. Et la sécurité là-dedans, dès qu'on parle de sécurité, on tue le commerce. Dès qu'on met une sécurité, on gêne le parcours du consommateur. Et donc tout ce qui gêne le parcours du consommateur, il faut le gommer, parce qu'il faut aller droit au but. Dans le commerce, c'est l'acte d'achat. Et pour aller droit au but, effectivement, toutes les zones de sécurité, c'est des freins, c'est des codes, c'est des surcodes, c'est des cryptages, c'est des choses comme ça. Donc, si on veut lutter contre la cybercriminalité ou les hackers, il y a aussi, de mon point de vue, et j'en entends jamais parler, des projets, et j'espère que... Quelles sont les stratégies? Est-ce qu'il y a des chercheurs ou des gens qui se consacrent aux stratégies de communication, d'éducation, de communication? C'est que l'affaire n'est pas qu'une question de technologie, d'outils. Il s'agit bien de la vie des gens. Et de faire le passage de toutes ces technologies, tous ces chercheurs, toutes ces recherches et toutes ces solutions, comment est-ce qu'elles passent? Est-ce qu'elles passent dans mon iOS 10 là, que j'ai téléchargé pour la 4e version la semaine dernière? Est-ce que ça passe de façon transparente? J'ai une confiance aveugle dans ce truc-là. Est-ce que j'ai raison de faire confiance? Alors, je suis désolée, juste, on va essayer d'y répondre rapidement parce que ça fait partie des choses qu'on a évoquées ce matin, en fait. Ce matin. Effectivement, je pense que effectivement, au moins la sensibilisation est un premier élément. Attention, faites attention que vos données sont éventuellement accessibles et facilement. Alors, les téléphones mobiles, et ça a été évoqué ce matin par Gilles Dassavoine, c'est probablement la porte ouverte à un certain nombre de piratages. Ça, c'est clair. Alors, certains qui sont un peu plus attentifs ou qui ont été sensibilisés savent que, par exemple, sur des outils de chez Apple, plus ordinateur, on a la possibilité de crypter l'information. Ça, c'est déjà un premier niveau de sécurisation. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Après, il y a la dimension plus effectivement commerciale. C'est mettre des niveaux de sécurité ou complexifier l'intrusion dans vos systèmes, ça a un coût. Et est-ce que ceux qui, j'allais dire, mettent sur le commerce ces outils sont prêts à faire payer, ou en tout cas à les mettre, en disant aux clients, attention, ça va vous coûter plus cher. Est-ce que vous, en tant que client, vous seriez prêt à acheter, avec une différence de prix, un système qui est moins protégé d'un système mieux protégé? Ça va dans les deux sens. Il faut que l'industriel soit sensibilisé, ça c'est clair, qu'il offre des moyens de protection des informations, et après il faut que le client soit prêt aussi à en accepter le coût, éventuellement le surcoût. Ça n'est pas que dans un seul sens, ça n'est pas univoque, ça concerne l'ensemble des acteurs du monde du numérique, c'est-à-dire à la fois les concepteurs, les chercheurs, les industriels qui développent les outils et le client en final, qui lui va opter pour telle ou telle technologie, avec telle ou telle garantie de protection, et évidemment avec le coût associé. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, là-bas au fond. Merci. Est-ce que le champ de votre recherche et de votre activité va sur le Darknet? Non, pas à ma connaissance. Pourquoi? Parce que si certains y allaient, ils ne me l'ont pas dit. Parce que je ne suis pas je suis pas impliqué dans toutes les recherches de toutes les équipes. Hein. Mais à ma connaissance, non, c'est pas, en tout cas, pas officiellement.
Du coup, ça me donne envie d'essayer de mieux comprendre le projet sur lequel vous travaillez. Donc, comme vous l'avez dit, vous coordonnez un projet qui est soutenu par le CNRS dans le cadre d'un programme Attentat Recherche. Oui. Donc, c'est quand même un cadre qui est très spécifique et surtout dans le contexte actuel. Donc, en fait, comment est-ce que vous avez construit ce projet ? Et en collaboration avec qui, d'ailleurs ? Oui, alors, quand j'ai vu l'appel du président Alain Fuchs, je me suis dit, bon, voilà, j'ai des chercheurs qui travaillent sur la cybersécurité. Ça me semble être un champ d'application qui peut rentrer, qui est pertinent par rapport à l'appel du président, qui était assez vaste. Hein. Et je pense qu'on a des réponses à apporter. En tout cas, on doit pouvoir apporter des réponses, en tout cas d'un projet qui permettrait d'avancer et de construire des solutions pour lutter contre la cybercriminalité au sens terroriste, mais pas uniquement. C'est évidemment tout ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes va au-delà de la simple cybersécurité, hein, puisque dans le cadre de l'appel Attentat Recherche, ça concerne aussi des sociologues, ça concerne aussi des psychologues, ça concerne tout un tas de disciplines différentes qui d'ailleurs n'ont pas forcément de lien direct entre elles, mais qui pourraient peut-être un jour avoir des liens pour réfléchir collectivement. Hein. Mais en tout cas, il nous avait semblé pertinent, d'abord comme chercheurs au travers de nos activités, et puis aussi en tant que citoyens. Nous ne sommes pas à l'extérieur du monde. Nous voyons, nous regardons, nous subissons aussi, comme tout un chacun, les conséquences de ce qui se passe dans le monde. Donc il nous semblait pertinent de pouvoir construire ça. Donc j'ai rassemblé les acteurs avec mon collègue Patrick. On a fait une réunion d'urgence. On a dit, bon, on se met autour de la table. On a dit, qu'est-ce que l'on peut proposer ? Quelles réponses on peut proposer au CNRS pour essayer de répondre, qu'on avait bien entendu le message et qu'on pouvait participer à l'effort collectif de trouver, d'apporter des solutions dans le cadre de cet appel. Donc on s'est mis ensemble, on a discuté et on a opté pour une stratégie et on a décliné un projet en 3 volets, les 3 volets dont je vous ai parlé. Donc c'est un travail collaboratif et voilà, qui a eu son succès. Maintenant, on est tous en train d'y travailler. Il y a un certain nombre de démonstrateurs qui existent déjà, d'autres seront développés dans les mois à venir. Ça nous a permis aussi de réfléchir collectivement et de travailler un peu plus en synergie que de manière isolée. Oui, on a une autre question devant. Bonjour. Dans les grandes lignes, parce que je ne suis pas spécialiste, mais comment vous faites pour distinguer une intrusion dans un système d'une utilisation normale ? Puisqu'en fait, on doit pouvoir accéder à un système. Oui, alors là, pour le coup, moi je ne suis pas un spécialiste ni des réseaux ni des systèmes informatiques. Hein, non, je parle de système informatique, puisque vous parliez tout à l'heure de la détection d'intrusion. Alors il y a des... on va dire que dans les signaux qui arrivent dans les systèmes informatiques, certaines tentatives d'intrusion se voient par des niveaux, on va dire, d'information qui fluctuent quand ce n'est pas très normal. Donc quand on les repère, on se dit qu'il y a probablement quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a d'autres... C'est ni 0 ni 1, c'est entre les deux. Enfin, c'est un truc qui est en train de... On se dit là, c'est suspect. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Oui. En fait, la cybersécurité ne peut pas servir de prétexte pour mettre des choses un peu trop liberticides, en fait. Ça fait pas un peu du FUD, on va dire. Ça peut pas. La limite est difficile à trouver, en fait, entre Alors, ça pose la question de que fait-on des outils que l'on a développés ? Comment les déploie-t-on et pour quelles raisons ? Ça, c'est la dimension du décideur, du politique. Ce n'est pas la dimension du chercheur. Lui, le chercheur, finalement, il essaie de faire avancer la connaissance, de trouver des solutions à des problèmes qui sont posés. Mais ce n'est pas à lui d'apporter la question de savoir
est-ce qu'on va en faire un système de surveillance? Est-ce que l'on va en faire un système de protection des biens et des personnes? Ou est-ce qu'on en fait un système de coercition? Ça interpelle le citoyen, mais c'est une dimension d'un autre ordre. C'est le décideur, c'est le politique, c'est ceux qui nous gouvernent, qui prennent des décisions qui concernent la nation. Alors, je trouve votre réponse particulièrement intéressante en tant que biologiste, en fait. Parce que pour moi, ça fait écho à beaucoup de questions éthiques qu'on retrouve régulièrement dans les débats entre biologistes, que ce soit par rapport aux OGM, à la recherche sur les cellules souches, aux modifications du génome humain pour des thérapies géniques. Et en fait, en vous entendant, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on étende un peu ces débats éthiques, oui. Et peut-être que ça arrive jusqu'à la communauté de l'informatique en général aussi. Non mais on se pose aussi quand même des questions. Hein. Je veux dire, on n'est pas complètement exclu. J'en doute pas. Mais vraiment, c'est vrai que les termes que vous utilisez font vraiment écho oui. à ce qu'on retrouve dans d'autres disciplines. Je pense qu'effectivement, quand on est sur une problématique qui a une résonance sociétale, on essaie de regarder. Enfin, il y a l'objet de la recherche et il y a ce que l'objet de la recherche, s'il avance, s'il aboutit à une solution, comment va-t-il se déployer dans la société et quels vont en être les... C'est un peu le même principe, c'est quelle vulnérabilité ou quelle protection ça va apporter. Donc c'est une question d'éthique, c'est une question que l'on se pose. Rien ne dit qu'éventuellement un chercheur refuse de parler de ce qu'il a trouvé si, de son point de vue, il considère que ça a un risque. C'est la prise de conscience individuelle. Je veux dire, le chercheur n'est pas forcé de dire voilà, j'ai découvert le truc sublime qui va permettre de crypter complètement n'importe quelle information et qui est incassable. S'il considère que ça pourrait servir à des objectifs éventuellement contraires à l'éthique. Très bien. La libre conscience du chercheur. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou des réactions par rapport à ce qui vient d'être discuté ? Avant, on s'envoyait des emails qui contenaient du texte, donc qui faisaient quelques kilos. On continue. Hein. Voilà, qui faisaient quelques kilo-octets chacun. Et donc, on imagine que si on a, mettons, 2 personnes qu'on suspecte de préparer un attentat et qu'on doit analyser 1000 emails qui contiennent du texte, ça va aller assez vite. Quand il faut commencer à analyser 1000 emails qui contiennent des images, même si on a les bons algorithmes pour trouver les trucs louches, ça va tout de suite computationnellement prendre beaucoup plus de temps. On change de catégorie. Voilà. Si demain les gens commencent à cacher des messages dans des films, ou est-ce que même si on dispose des bons algorithmes, est-ce que computationnellement on aura la puissance nécessaire ça va demander, pour faire ces effectivement, ça va demander des puissances de calcul qui sont d'une toute autre nature. C'est justement, pour le coup, c'est la première faille. Ça va être tellement dur, mon camarade, pour aller récupérer ce qu'il y a dedans, que le temps que tu arrives à analyser, il sera peut-être passé des choses. Effectivement, c'est le premier étage. C'est le premier niveau de difficulté. Est-ce que par hasard, on a des questions des réseaux sociaux ou pas sur cette thématique ? Oui, il est allumé. C'est allumé ? Oui. Et alors, il y a pas forcément des questions, mais il y a beaucoup de réactions. Et en réaction justement à ce qui vient d'être dit, donc la problématique politique, on a bien l'impression que des chercheurs en informatique qui détectent des nouveaux virus informatiques, c'est tout de suite transféré vers donc les entreprises de software, enfin donc de logiciels antivirus. Enfin, c'est l'impression qu'on a de l'extérieur. Et par contre, voilà, il y a une problématique par rapport aux politiques publiques. Est-ce que quand on découvre des nouvelles méthodes d'attaque cybercriminelle, et on a en face l'écho politique des renseignements, enfin des agences de renseignement et de lutte contre la cybercriminalité qui écoutent les chercheurs qui travaillent avec vous. Vous avez cette collaboration ? Alors, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Il y a un rapprochement de la communauté, on va dire, institutionnelle de la surveillance nationale, on va dire, de certaines agences, de gens dont la sécurité est le métier, pour se rapprocher de la recherche en disant, voilà, il est peut-être urgent de parler avec les chercheurs.
Très bien, j'ai vu qu'on avait une question dans la salle. Ce sera sans doute la dernière, je pense. Justement, en parlant de collaboration, est-ce que, comme c'est quand même un problème mondial qui pose des problèmes graves pour la société, est-ce que vous avez une collaboration avec, comment se passe-t-elle avec d'autres unités de recherche dans le monde comment vous travaillez? Est-ce que chacun travaille dans son coin et puis publie et puis après on en... Alors sur certains aspects, on collabore avec d'autres chercheurs, d'autres universités, d'autres laboratoires. Après, là aussi, c'est une question de niveau de sécurité ou de protection nationale. Enfin, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Autant, ce que disait Gildas ce matin, c'est qu'il y a des réflexions qui commencent à apparaître au niveau européen pour se dire, bon, on a peut-être intérêt à se concerter parce que toutes les nations individuellement, on se pose des questions, on commence à réfléchir à mieux structurer, en tout cas de s'intéresser à la cybersécurité, à la cybercriminalité. Mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir un positionnement collectif et de collaborer de manière collective, ce qui, dans le cadre de l'Europe, aurait du sens, quoi. Je crois qu'on n'en est pas encore là. Et pour rebondir sur la notion de est-ce que certaines agences nationales, on va dire la police de manière générale, s'intéressent à se rapprocher des chercheurs, ça devient d'autant plus compliqué cette dimension-là lorsqu'on parle d'État à État. Parce qu'il y a des enjeux, j'imagine, aussi d'espionnage industriel, défense. Etc. Passer d'un niveau national à un niveau supranational, c'est toute une problématique. Et je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, donc je me garderai bien d'avoir un avis sur la question. Ça devient une question de souveraineté, quoi. On peut le dire comme ça. Oui. Non, mais bien sûr, il y a la notion de sécurité, et la sécurité nationale, c'est une question de souveraineté nationale. Bon, voilà, je pense qu'on a eu une discussion intéressante qui peut nous occuper et nous faire réfléchir pendant un petit nombre d'heures. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Olivier Collot. Merci Tania, merci à vous. Donc, dans une dizaine de minutes, va commencer la dernière session des facs de sciences d'aujourd'hui avec Magali Deleuil.